18 mars 1962, les accords d'Évian mettent un terme à la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle annonce le cessez-le-feu. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie célèbre son indépendance. La date marque aussi le début des représailles contre les supplétifs de l'armée française, ceux qui seront bientôt appelés harkis, comme ces combattants du sud-oranais, filmés en 1955. Alors le mot harki vient d'un mot arabe qui est haraka, qui veut dire mouvement, dans le sens se déplacer, avec aucune connotation politique. Certains de ces harkis ont déjà un passé militaire et s'engagent par loyauté pour l'armée française. Votre père avait travaillé avec l'armée française. Il s'est engagé en 1943. Il a fait dans l'armée qui est remontée avec le général Monsalbert. Ils ont fait vers Monte Cassino. Il est remonté le long du Rhône. Après, il est resté en Allemagne. De 1943 à 1946 à peu près, il est resté. Et après, ils l'ont démobilisé, il est rentré. Mon père, il a fait l'Allemagne, l'Indochine. Et après, il a refait l'Algérie. Mais pour la grande majorité, l'engagement est dicté par la nécessité, sinon la contrainte. Pendant cette guerre, près de 2 millions de paysans ont été déplacés de leur ferme, de leur petit village, pour les mettre dans des camps, ce qu'on a appelé les camps de regroupement. Et ces populations ont commencé à avoir faim. Et ça a été assez facile, relativement facile dans certains camps, pour les militaires d'aller les recruter. La brigade qui était dans le village avait appris que le beau-frère de mon père était parti avec le FLN. Donc mon père était une cible potentielle qui pouvait aussi partir avec le FLN. Donc il fallait absolument le retenir. Donc il a été emprisonné pendant plus d'une semaine dans un trou. L'armée française, qui avait besoin aussi de l'adhésion de la population, de gré ou de force, donc faisait une pression incroyable sur cette population. Et puis parfois, ça peut être aussi parce qu'un chef de tribu, de gré ou de force, a rejoint soit le FLN ou soit l'armée française. Et en fonction du choix du chef de tribu, toute la population rattachée à cette tribu va se retrouver aussi dans un camp ou dans un autre. À l'indépendance, ils deviennent des cibles. Les historiens estiment à 60 000 le nombre de harkis tués après le cessez-le-feu. Le 18 mars, on signe les accords d'Évian. Théoriquement fin des hostilités, et le soir même à Saint-Denis-du-Sic, donc dans l'Oranie, des harkis sont tués. Donc voilà, début des persécutions. Vous voyez des gens qui venaient, qui frappaient aux portes, qui rentraient dans la maison, ils prenaient des choses, ils renversaient tout, et puis repartaient dans la journée. Et la nuit, c'était l'enfer, quoi. J'ai assisté à des viols, à des tueries, tout ce qui est ignoble. Mon père, il a été égorgé. Justement, c'est après ça qu'on est parti. Dans le deuxième épisode, nous verrons comment des harkis et leurs familles, avant d'arriver dans la région, ont été parqués dans des camps militaires.